Terre de transmission, le Grand Couronné abrite de belles histoires de famille. C'est le cas à Mazerul, avec la famille Walzer. Chez eux, on est ébéniste, de père en fils et fille. Anne-Sophie a tout appris de son papa. Aujourd'hui, elle est à la tête de l'entreprise familiale qui est aussi le centre de formation des Compagnons du Devoir. Et pourtant, rien ne prédestinait Anne-Sophie à reprendre le flambeau. Mais à force de discussions et de négociations, le papa a réussi à convaincre sa fille. Donc Anne-Sophie, quand un projet arrive ici, que ce soit une restauration ou une création, ça commence par où? Ça commence en restauration par un devis qu'on établit au client pour qu'il sache à peu près les différentes étapes de restauration et puis aussi connaître le prix. Et en création, on va commencer par faire un dessin. Donc on va s'inspirer de ce que veut le client aussi. Il a une idée en tête, donc on va travailler sur cette idée, on va lui proposer plusieurs dessins. Et puis quand il aura choisi, on va retravailler le dessin, vraiment dans les détails. Et puis ensuite, on va établir aussi un devis pour lui chiffrer le prix de ce qu'il souhaite. Combien de restaurations pour combien de créations en pourcentage? Oh là, je vais dire 95% de restauration. D'accord. Voilà, et 5% de création. Il y a très très peu de création. Parce que c'est-à-dire qu'on est connu actuellement pour la restauration, très peu pour la création. On commence seulement à développer la création. C'est un créneau qui est compliqué à développer? La création, oui. Pourquoi? Parce que généralement, la création fonctionne quand on est avec un designer. C'est-à-dire que c'est le designer qui vous commande un meuble, voilà, parce qu'il a déjà l'idée en tête, il a déjà le client, ce qui est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, les gens vont se tourner vers des magasins, soit peut-être des grands magasins de mobilier qui font, parce qu'ils ont un catalogue sous les yeux, ils peuvent voir ce qui... Et ils n'ont plus l'idée de retourner chez l'ébéniste, de se dire je vais faire fabriquer mon propre meuble, voilà, qui est une création unique. Voilà. Les gens ont perdu ce goût de revenir chez l'artisan, demander ce qu'ils veulent vraiment. Voilà. Alors la particularité, je dirais, de l'entreprise, c'est que c'est un centre de formation. Oui. D'où viennent et quels sont finalement les profils des jeunes qui se forment ici? On n'a pas un profil particulier, on a des gens qui viennent on a eu un comptable, on a des jeunes qui sortent du baccalauréat, on a des gens en reconversion, il y en a qui viennent... une jeune femme qui a fait du commercial, enfin voilà, on a des profils différents, c'est aussi intéressant. Et puis des gens qui viennent aussi du métier, qui ont un CAP d'ébéniste ou de menuisier ou charpentier. On a eu des compagnons qui sont venus faire leur tour de France chez nous aussi. Voilà. Alors en général, les gens restent ici entre 1 année ou 3 ans. Voilà. Après, ils vont où? Après, ils vont, généralement quand ils restent 2 ou 3 ans, enfin même déjà au bout de 18 mois, ils peuvent reprendre une entreprise en espérant pouvoir être suivis par l'artisan qui leur transmet l'entreprise. On a beaucoup de nos élèves qui sont installés à leur compte. Il y en a à peu près 30 qui se sont installés. D'accord. Et puis les autres, soit ils continuent encore de se former parce qu'ils ont un manque de confiance en eux, soit ils vont travailler dans les entreprises du patrimoine, de la restauration du patrimoine. Donc généralement, ce sont des grosses entreprises qu'on va retrouver sur Paris, dans l'Ouest, dans le sud de la France, et qui font en même temps de l'agencement, de la menuiserie et de la restauration. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir justement pour faire ce métier-là et se former? Alors, il faut des qualités quand même artistiques. Il faut quand même avoir deux mains gauches pour travailler. C'est mieux. Faire un métier manuel. Et puis, faut savoir un petit peu dessiner aussi, parce que même en restauration, quand il y a une pièce à refaire, une petite sculpture ou quelque chose, il faut quand même savoir dessiner un peu avant. Donc, il faut un don artistique. Il faut aussi, je pense, une certaine ténacité, parce que c'est un métier qui est quand même difficile. Quand on est installé comme artisan, on ne sait pas si on va pouvoir manger tous les jours, si on va pouvoir se payer à la fin du mois, donc il faut une certaine combativité. Il faut être précis, il faut être minutieux, parce que des fois, il y a des petites choses qui demandent de la patience aussi. Voilà. Est-ce que vous les préparez à ça quand vous dites, s'ils s'installent à leur compte, ils vont peut-être pas, ça va être difficile, entre guillemets, de joindre les deux bouts? Avant même de rentrer en formation, on leur dit. Parce que généralement, certains arrivent avec une idée en tête, en se disant, oui, moi, je vais m'installer à mon compte, j'aurai plus de patron sur le dos, je serai tranquille. Et ça, c'est l'idée qu'on s'en fait. C'est le rêve. C'est le rêve, voilà. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait pas, voilà, est-ce que demain, on aura un client qui va sonner à la porte pour nous faire travailler?
Est-ce qu'à la fin du mois, on pourra se payer? Est-ce que je pourrais payer mes charges? Voilà, c'est une pression qu'on se met sur le dos. Alors oui, on travaille de ses mains, on fait un métier plaisant, c'est agréable, mais en même temps, voilà, il y a cette pression derrière qui est là et qu'il ne faut pas oublier. En tout cas, ici, vous avez une vraie philosophie. Vous parliez tout à l'heure que des compagnons du devoir sont passés aussi par ces ateliers-là. Et c'est quelque chose, une philosophie, un état d'esprit que vous mettez en place. Pourquoi c'est si important? Parce que à travers les siècles, l'esprit du compagnonnage, c'est un esprit très familial de savoir vivre ensemble, de s'aider les uns les autres. Avant, les compagnons vivaient dans les familles du maître. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais on essaie de garder cet esprit, de pousser le travail à l'excellence aussi. C'est ce qui était demandé avant chez les compagnons et c'est ce qui aujourd'hui se perd malheureusement. Donc nous, on essaie de garder cet état d'esprit. Donc c'est la 5e génération de la famille. Hein. Oui. On peut dire que vraiment, vous avez ça dans le sang. Oui, j'ai commencé ma formation, moi, dans les années 2000. D'accord. J'ai fait 3 ans en CAP ébénisterie, donc dans l'entreprise familiale. Ensuite, j'ai poursuivi par 3 ans en restauration, où j'ai vraiment... Et puis ensuite, j'ai fait des stages un peu partout. Je suis allée en Belgique, j'ai fait un stage dans un musée. Je suis allée en Corse, j'ai fait un stage de décoration, j'ai fait un stage d'enluminure médiévale, j'ai fait un stage de marqueterie à Paris. Voilà, je me suis un peu formée aussi ailleurs pour voir d'autres choses, découvrir aussi d'autres métiers. Et donc, c'était tout naturel de reprendre l'entreprise familiale ou non, à la base, c'était pas du tout prévu? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que mon père et moi, on a eu une relation, je dirais, un peu conflictuelle. On a 2 caractères très forts, donc je pensais pas que ça pouvait marcher entre nous. D'accord. Bon, au moins, on a l'honnêteté de pouvoir se dire les choses franchement. Mais non, c'était pas du tout mon objectif. Je voulais pas reprendre l'entreprise. Moi, je préférais avoir un statut de salarié, d'être un peu tranquille. Voilà, mais il m'a poussé à reprendre l'entreprise. Mais alors, aujourd'hui, aucun regret? Vous êtes bien où vous êtes? Oui, je suis bien où je suis. Bon, il y a des hauts et des bas comme partout, hein. Ça je le nie pas. Mais je pense que progressivement, ça fait depuis 2009 que j'ai repris l'entreprise. Je commence seulement à trouver ma place maintenant.